Ces images, absurdes, amusantes ou terrifiantes, ce sont les seules dont on dispose aujourd'hui pour comprendre ce jeune homme qui dirige une puissance nucléaire. Kim Jong-un ne donne pas d'interview, alors nous avons choisi d'aller à la rencontre de ceux qui le connaissent le mieux pour tenter d'en faire son portrait. C'est un voyage qui commence au milieu des Alpes suisses, à Berne, la capitale de la Confédération helvétique, où est installée l'une des plus importantes communautés nord-coréennes à l'étranger. Le côté paisible de la Suisse, le respect de la sphère privée. Il y a beaucoup d'enfants de gens célèbres qui viennent suivre une scolarité en Suisse. Donc c'est probablement les mêmes raisons qui ont poussé Kim Jong-il à placer ses enfants en Suisse. Sur ces documents de l'administration helvétique, on retrouve la trace d'un certain monsieur Pak, pour qui l'ambassade de Corée du Nord en Suisse demande un visa et une affectation à Berne en 1992. Sur sa demande de visa, 3 enfants, Chol, Hoon et Mi-young. Les prénoms sont à peine modifiés, Hoon pour Jong-un, Chol pour Jong-chol, son grand frère. Les dates de naissance correspondent. Les enfants de monsieur Pak seraient en fait les enfants de Kim Jong-il, le dictateur nord-coréen. Régulièrement, une nord-coréenne du nom de Ko Young-hee atterrissait en Suisse en avion privé. Les agents qui la prenaient en filature craignaient un trafic, par exemple, de métaux précieux. Mais la vérité était tout autre. C'était la compagne secrète de Kim Jong-il, la véritable mère des enfants qui venait passer plusieurs mois par an avec eux. Dans les années 90, la vie privée de Kim Jong-il était un secret d'État. Personne ne savait qu'il avait eu au moins 3 compagnes et 4 enfants. Alors, quand sa santé commence à se dégrader, la succession inquiète les voisins de la Corée du Nord, qui craignent une crise si Kim Jong-il disparaît brutalement. Mais dans le secret de la famille Kim, les choses semblaient jouer depuis fort longtemps. Le fils aîné, Kim Jong-nam, semble l'héritier naturel dans la tradition confucéenne, comme Kim Jong-il avait hérité du pouvoir de son père. Mais Kim Jong-nam commet quelques erreurs, comme une arrestation piteuse à Tokyo, avec un faux passeport, alors qu'il voulait visiter Disneyland en famille. Le deuxième fils, Kim Jong-chol, éduqué en Suisse, comme on vient de le voir, est jugé trop mou, voire trop féminin par son père. Kim Jong-un est certes le plus jeune, mais il est le fils de Ko Young-hee, le grand amour de Kim Jong-il, une ancienne danseuse qui jouera un grand rôle dans les coulisses du pouvoir. Ko Young-hee a joué un rôle très important pour que son fils soit choisi comme successeur. À l'époque, Kim Jong-nam, né d'une autre compagne de Kim Jong-il, avait un rôle important dans le régime. Il avait des responsabilités, par exemple, dans le bureau de l'informatique. Mais aujourd'hui, alors que son petit frère a pris le pouvoir, il est même difficile pour Kim Jong-nam d'espérer pouvoir rentrer en Corée du Nord. Le 17 décembre 2011, la Corée du Nord est en pleurs. Kim Jong-il, le soleil du XXIe siècle, est mort quelques jours plus tôt. Le temps pour la propagande de préparer la mise en scène des funérailles. Des funérailles qui sont également la consécration de son jeune fils, révélé au monde et aux Nord-Coréens un an auparavant. Je pense que ce jeune homme n'était pas prêt. Il y avait un plan pour qu'il devienne le prochain leader, mais j'imagine que c'était à 5 ou 10 ans, pas en une seule année. Pour Kim Jong-un, les ennuis ont pourtant commencé. Les vieux généraux autour du cercueil de son père voient-ils d'un bon œil l'arrivée d'un dirigeant si jeune? Kim Il-sung, le fondateur du pays, avait gagné sa légitimité en dirigeant la guérilla anti-japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Kim Jong-il avait joué le rôle de numéro 2 du régime pendant une quinzaine d'années. Il avait pris le pouvoir après 50 ans. Kim Jong-un, lui, a 26 ans. Aucune expérience, aucune notoriété.
Alors, pour se maintenir au pouvoir, il lance une gigantesque purge. Il faut installer une nouvelle génération. Tous les généraux qui étaient avec Kim Jong-un autour du corbillard de son père ont disparu. Il n'en reste plus un seul. Donc il est très clair qu'il a purgé tout un groupe et qu'il essaie d'amener au pouvoir un nouveau groupe avec lui. La victime la plus spectaculaire de cette purge était juste derrière lui lors des funérailles. Chang Sang-tek, son oncle, le mari de la sœur de Kim Jong-il. Depuis les années 70, ce membre par alliance de la famille Kim est au cœur du pouvoir. Ses frères sont des généraux importants et lui-même a occupé de nombreux postes clés dans l'armée ou les affaires économiques. Lorsque Kim Jong-il connaît ses premiers ennuis de santé, on parle même de lui comme un potentiel successeur. Au pire, un régent pour le jeune fils du dictateur. 2 ans après son accession au pouvoir, Kim Jong-un décide que ce tutorat a assez duré et fait exécuter son oncle ainsi que la plupart de ses proches. La propagande affirme qu'il voulait renverser le pouvoir de son neveu. La première apparition de Kim Jong-un dans la propagande nord-coréenne a eu lieu 1 an avant la mort de son père. Il a été alors nommé général 4 étoiles, signe de son apparition au cœur du pouvoir. Car le pouvoir en Corée du Nord, c'est d'abord l'armée. Je crois qu'il a suivi les cours d'une académie militaire pour une période d'environ 6 mois. Ils lui ont donné quelques titres et bien sûr, vous connaissez la manière qu'ils ont de créer le mythe en disant que c'est lui qui avait préparé l'attaque sur une île ou contre une corvette sud-coréenne. Mais je ne crois pas qu'il ait la moindre expérience militaire crédible. Ils essaient juste de créer un mythe. La propagande dit qu'il est un expert en artillerie. Donc ils essaient de monter cette légende. Ce serait un grand combattant, un grand militaire. Mais je suis sûr que pour les véritables militaires de Corée du Nord, ils n'aiment probablement pas que ce jeune homme sans expérience reçoive tout d'un coup 4 étoiles de général et soit considéré comme l'un des plus hauts gradés de l'armée dans le pays, alors qu'il n'a aucune expérience. L'armée nord-coréenne compte plus d'1 million d'hommes et 6 millions de réservistes. Maintenir son moral en inspectant chaque unité est une obligation quotidienne pour le grand leader. Mais les milliers de tanks, les centaines d'avions fournis par Moscou du temps de l'Union soviétique ne sont plus au niveau de leurs adversaires. Alors, la Corée du Nord a compris que l'affrontement ne se jouerait plus avec des armements traditionnels. C'est la 9e puissance nucléaire. L'hypothèse, c'est qu'ils possèdent entre 6 et 12 bombes nucléaires, voire plus, et qu'ils développent leur programme. Ils ont un système d'enrichissement d'uranium pour fabriquer d'autres armes nucléaires, et ils ont leur système de missiles. Ils ont des Scud, ils ont les NODA, et ils sont en train de construire le nouveau KN-08, qui est un missile balistique intercontinental, qui utilise un carburant solide et qui a de plus grandes capacités. Alors la Corée du Nord poursuit sa route avec son programme nucléaire, avec la possibilité de prolifération et de revente de certains de ces matériels. Ils redoutent la chute des Ceausescu, ils redoutent la chute de Kadhafi, la chute de Saddam. Tous ces leaders qui ont perdu parce qu'ils n'avaient pas l'arme nucléaire et qui ont dû faire des accords avec les États-Unis. Ou alors leur peuple s'est rebellé dans le cas des Ceausescu. Ils ne veulent pas finir comme ça et quand ils regardent la Corée du Sud, ils ne croient pas qu'il leur sera donné le moindre espoir. Le Sud est clairement un pays démocratique qui a jugé et emprisonné ses propres présidents. Alors vous pensez ce qu'ils feraient aux Nord-Coréens avec toutes les atrocités, tous les crimes contre l'humanité que leur régime a commis? La stratégie asymétrique, ce n'est pas seulement l'arme nucléaire.
La Corée du Nord, pays sans Internet, a déployé des moyens considérables pour développer des unités de guerre électronique parmi les plus puissantes au monde. Ils ont par exemple attaqué le système financier sud-coréen, ainsi que les studios de cinéma de Sony aux États-Unis. Une chose que chaque leader nord-coréen a compris, et ils l'ont bien compris je pense, c'est que s'ils baissent la garde, de leur point de vue bien sûr, s'ils baissent la garde, ils seront tout simplement traités par les grandes puissances comme le mobilier usé de l'histoire. Ils seront tout simplement jetés, piétinés, ignorés. Sinon, pourquoi leur prêter la moindre attention? Pour maintenir son pouvoir, Kim Jong-un a donc décidé de jouer sur deux tableaux. La priorité à l'armée et à l'appareil répressif n'est qu'un de ces aspects. Le jeune leader parle désormais ouvertement de la pauvreté de la Corée du Nord. Il affirme même qu'il ne pourra dormir que lorsque ses habitants atteindront un niveau de vie suffisant. Kim Jong-un apparaît donc chaque jour dans la propagande comme le grand orchestrateur du redémarrage de l'agriculture et de l'économie nord-coréenne. Les premiers résultats sont modestes, mais le pays semble avoir tourné le dos aux grandes famines qui ont décimé 10% de la population dans les années 90. Aujourd'hui, on vit à peu près correctement. Il y a juste un décalage entre les riches et les pauvres. Mais ce n'est plus une pauvreté extrême. Donc c'est un jour nouveau, c'est un monde nouveau, et il est impossible pour le moment d'imaginer ce que cela voudra dire et quelles pourront en être les conséquences. Pour Kim Jong-un, c'est une question de survie. Après les années de misère sous le règne de son père, il faut rendre espoir aux Nord-Coréens pour maintenir la cohésion du pays. Alors il faut changer de style, changer de discours, faire revivre les années fastes, celles de son grand-père. C'est à partir de Kim Jong-il que le pays a connu la grande misère. Alors Kim Jong-un montre simplement qu'il n'est pas comme son père, mais plutôt comme son grand-père, que tout le monde aime. C'est donc pour ça qu'il imite son grand-père aujourd'hui. Mais le contrôle psychologique de la population est d'un tout autre niveau en Corée du Nord, une véritable secte fermée. Pourra-t-elle survivre à ce début d'ouverture ? Si l'économie commence à croître, vous allez avoir des classes moyennes. Et alors ils vont commencer à demander plus de liberté politique. C'est ce que nous avons vu à Taïwan, c'est ce que nous avons vu en Corée du Sud. On a vu ça à travers l'histoire en Asie. Je pense qu'ils se sentent très menacés par ça. Donc, ils n'ont pas l'intention de faire de grands pas en matière économique, même si ce jeune homme a passé du temps en Suisse, c'est vrai, même s'il a été éduqué en Occident. Et vous voyez, je pense que c'est même pour cette raison qu'il comprend la menace d'une trop grande ouverture. C'est donc un choix risqué pour Kim Jong-un. Le pari qu'il parviendra à maîtriser les conséquences de sa politique économique. Un paradoxe de plus pour un jeune homme éduqué parmi la bonne société suisse et qui est devenu du jour au lendemain une divinité pour tout un pays. Un statut qu'il a peut-être parfois du mal à endosser. Sur les images de la propagande nord-coréenne, il ressemble à l'heureux gagnant du concours du meilleur job du monde. À chaque sortie, il a l'air émerveillé d'être là, de découvrir le fabuleux pays que ses parents ont construit pour lui. Un pays où il doit tout faire lui-même, dessiner les plans des nouveaux quartiers de Pyongyang, faire le maître nageur pour la jeunesse nord-coréenne, goûter les biscuits qui vont inonder les magasins du régime, superviser le difficile élevage des poussins, et même donner des instructions dans les salons de coiffure. Des journées harassantes
où il trouve tout de même le temps d'essayer les derniers manèges du parc d'attractions de la capitale. Ces images, absurdes, amusantes ou terrifiantes, ce sont les seules dont on dispose aujourd'hui pour comprendre ce jeune homme qui dirige une puissance nucléaire.